Hervé Di Rosa, vous êtes un artiste, mais votre activité s'étend largement au-delà des limites de votre atelier. Vous êtes peintre, céramiste, sculpteur. Vous avez pratiqué le collage, la linogravure, la sérigraphie, la photocopie, le numérique même. Vous avez aussi édité des objets, des jouets, des t-shirts, des affiches. Et puis vous êtes collectionneur, au point que vos œuvres parfois sont difficiles à différencier de... Vos objets sont parfois difficiles à différencier de vos œuvres. Et en 2000, vous avez même éprouvé la nécessité de créer un musée à Sète, que vous dirigez aujourd'hui, le Musée international des arts modestes, le MIAM. Au fond, Hervé Di Rosa, vous êtes, je crois, avant tout le penseur de ce que vous avez appelé les arts modestes, une notion que vous définissez, dont vous affinez la définition depuis près de 30 ans. C'est une notion qui repose sur un lapsus. Il me semble que ce pas de côté de définition a quelque chose d'un manifeste. Oh, merci déjà, merci beaucoup de m'avoir invité, Anaëlle, et vous tous là. Oui, les arts modestes, c'est passé, j'ai toujours cette frustration et cette fausse modestie. N'ayant pas fait d'études universitaires, j'ai beaucoup de mal à me croire penseur, vous voyez. Et c'est pour ça que les quelques textes que j'ai écrits sur ce sujet, dont un livre, sont pour moi beaucoup de souffrance, et ça me prend beaucoup plus de temps d'écrire que de peindre. Et d'ailleurs, cette notion qui au départ, c'était le lapsus, cette petite fille, lors d'une exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en 85, 6, 7, qui m'a éclairé sur non seulement les images et les objets que j'aimais, mais aussi ce que je voulais produire. C'était avant qu'avec mon frère Hervé Prédiol, nous ouvrions la boutique de l'art modeste en 88, et après la galerie de l'art modeste rue de Poitou. Et je cherchais aussi un titre pour ça, un nom pour définir aussi ce genre de production qui était, à l'époque, le merchandising n'existait pas. Et j'ai été conforté à cette voie en rencontrant Kissaring, qui lui a ouvert la Pop Shop dans ces mêmes années, dans les années 80. Donc au début, c'était un peu pour désigner ce travail d'édition, ce pont que je faisais entre ma peinture, mes dessins, et puis des objets, d'autres œuvres éditées en plusieurs exemplaires, mais qui étaient réalisées pour elles-mêmes, qui n'étaient pas des reprises, des adaptations graphiques de mes dessins ou de mes peintures. Et donc, ça a été donc la boutique de l'art modeste et la galerie de l'art modeste. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à réfléchir, à dessiner des cartes pour établir un peu, organiser ces images, ces objets qui, non seulement m'influençaient, mais je m'aperçois au fur et à mesure que beaucoup d'artistes contemporains, depuis l'après-guerre, puisaient sans arrêt dans non seulement les cultures populaires classiques, mais aussi dans toutes ces cultures populaires marginales et autres. Ces cartes que vous dessinez pour définir ces arts modestes révèlent des territoires de l'art, révèlent des frontières entre des territoires de l'art, c'est-à-dire entre différentes langues dont vous dites volontiers qu'elles ne sont pas qu'elles ne sont pas traduisibles l'une dans l'autre, que la définition même des arts modestes est quelque chose qui ne se traduit pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, oui, parce que ça, c'est une idée aussi comme l'arte povera. On ne peut pas dire l'art pauvre, parce que je me suis aperçu que les arts modestes, en essayant de le traduire en anglais ou en espagnol, ça ne fonctionne pas. Donc le terme reste comme ça. Et l'histoire de frontières et de territoires, c'est aussi beaucoup d'idées qui se sont amassées à moi, auxquelles j'ai réfléchi depuis le tout début de ma première exposition. J'avais 20 ans, donc les choses étaient beaucoup plus ressenties que réfléchies. C'est tout le parcours aujourd'hui qui semble aujourd'hui très réfléchi, etc. Mais ça a été une succession de réflexions, d'expériences, d'expositions. Et les cartes, c'est un peu... ayant des difficultés à écrire, n'ayant pas cette formation-là, elles m'ont permis d'avancer dans l'idée de conceptualiser, de voir réellement ce que pouvait être cet ensemble d'images et d'objets non référençables à côté des frontières, dans les périphéries. Et c'est vrai aussi, à partir des années 80, on est vraiment dans les territoires, tout le monde a son territoire. Hein. L'art contemporain devient un territoire en soi, c'est pas juste nommer l'art qui se fait aujourd'hui, hein, c'est un autre sens. Et donc je me suis un peu amusé à regarder
à prendre en compte tous ces territoires dont on parle tout le temps du centre. Et ce qui m'intéressait, c'était ces frontières. En fait, l'art modeste regroupe les frontières, les périphéries. Alors, effectivement, dans l'art populaire, la partie qui se trouve dans l'art modeste est beaucoup plus importante que dans l'art religieux ou l'art contemporain. Mais tous ces territoires ont des frontières. Alors justement, quand on regarde ces cartes, on voit par exemple art populaire. Les noms des pays sont art populaire, art décoratif, art commercial, art amateur, art naïf. Au fond, vous flirtez souvent avec la notion du kitsch. Quelle place lui faites-vous dans votre œuvre et dans votre pensée? Alors déjà, au tout début, c'est vrai que je pensais, en regardant le dictionnaire, que j'aurais trouvé toutes ces sortes d'art, art décoratif, art traditionnel, etc. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a aucune définition. Il ne s'est même pas mentionné un dictionnaire. Non, il a fallu que... Et donc, les cartes ont évolué, parce qu'au début, il y avait quelques territoires. Et puis, j'ai affiné. Je me suis aperçu que, par exemple, l'art religieux... C'est un genre qui a donné les œuvres les plus importantes pour l'histoire de l'art de l'humanité, et en même temps les souvenirs de Lourdes, ou les petits personnages en terre qu'on fait en Amérique latine. Donc vous voyez, il y a des grands écarts comme ça qui m'intéressent. Et finalement, tous ces territoires ont des frontières vraiment fixes. Hein. C'est le centre souvent qui bouge, mais les territoires sont fixes. Alors que le territoire de l'art modeste, lui, est mouvant, change, ses frontières changent tout le temps. Parce que dans certains territoires comme l'art populaire, l'art traditionnel, il y a des choses qui étaient très périphériques il y a 30-40 ans et qui deviennent centrales avec des musées étudiés, etc. Moi, en fait, c'est effectivement, c'est pas un genre, c'est pas... Vous voyez, peut-être que Dubuffet m'a beaucoup aidé dans ma réflexion au début, mais c'est loin d'être un concept aussi établi, aussi rigide que celui du Buffet. C'est pas un genre d'art, c'est un regard. C'est essayer de regarder. Je me suis aperçu que c'était en fait essayer de regarder les choses différemment. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est une notion et pas un concept, parce que pour moi, elle appartient à tout le monde. C'est pas alors que l'art brut, ça appartient vraiment à du Buffet. Je pense qu'on est aujourd'hui au-delà de la possession. Et qu'on est dans un univers où les notions doivent s'adapter à la vision de chacun. Et en fait, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux à nous. Même à nous, amateurs d'art, spécialistes, artistes, on se focalise toujours sur le centre, on oublie de regarder ce qui est à côté. Hervé Di Rosa, vous êtes né à Sète en 1959. Je voudrais que nous revenions un peu à ces temps de votre enfance. Votre père travaillait à la SNCF, il vous emmenait régulièrement à Paris. Est-ce que les musées étaient importants dans cette époque de votre vie? Là, alors, je vais faire un peu l'ancien combattant, mais je ne sais pas si le public il est jeune ou plus vieux, mais avant la décentralisation en 81, donc j'avais 16 ans en 1976 à Sète. Il n'y avait rien. Il y avait un musée de la ville. Même le musée Fabre à Montpellier était une espèce de relique poussiéreuse. On ne pouvait même pas voir de manière correcte les chefs-d'œuvre que ce musée possédait. Il fallait aller à Paris. Il n'y avait même pas le CAPC, le musée de Saint-Étienne, etc. C'était vrai. Donc moi, la seule connexion que je pouvais avoir, c'était les images. Et c'est vrai que aussi j'ai eu la chance aussi à cette époque-là de grandir avec la bande dessinée, qui pour moi est... Je pense que le XXe siècle, il y a deux choses très importantes, c'est la musique populaire, le rock'n'roll et la bande dessinée. Je pense que c'est deux expressions qui pour moi sont primordiales et ont changé complètement ma vie. Et c'est vrai que c'était les seules images, pour moi, dès tout petit, aller acheter les magazines de Spirou, Tintin, etc. toutes les semaines, c'était vraiment un rituel. Puis après... à ce moment-là, la bande dessinée est devenue adulte. On a vu apparaître Pilote, Métal Hurlant, et puis plus tard, des artistes comme Bazooka, comme elles sont sorties. Donc vous voyez, j'ai grandi avec ça, et c'était, comment je pourrais dire, vraiment un intérêt presque unique. Et finalement, j'ai commencé à acheter Art-Presse, L'Arrivant, etc., puis à les lire aux Beaux-Arts de Sète, où après mon bac, j'ai fait une année préparatoire. Parce que c'était des magazines, vous voyez. Et finalement, les cases de bande dessinée et les reproductions étaient les mêmes. J'ai pas vu d'œuvre en réalité quasiment jusqu'à ce que j'ai 17-18 ans en allant à Paris, en allant voir les musées. Donc,
ça n'existait pas, hein, ça n'existait pas à cette époque-là. Si on parle de bande dessinée, il y a aussi Actuel et toute la Free Press qui a fait venir la bande dessinée américaine, les comics américains, les Shelton, les Crumb, qui vous ont beaucoup marqué, je crois tout aussi. Le comics underground, tout à fait. Et beaucoup comme, par exemple, Clay Wilson, comme Spain Rodriguez, etc. Enfin, c'était d'une richesse à cette époque-là, on découvrait tout. Et finalement, vous voyez, il n'y avait pas Internet, etc. Mais moi, j'avais la chance de ne pas payer le train et j'avais une tante qui était gardienne d'immeuble à Nanterre. Donc, toutes les vacances, dès que j'ai eu 16 ans, je pouvais faire des allers-retours et je fouillais. J'allais au cinéma déjà, c'était très important. On avait très peu de cinéma aussi chez nous. Il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait toute une. Le cinéma a été très important à cette époque-là aussi. Vous voyez, j'allais à Paris voir les films Pasolini, les films de Fellini, où j'ai découvert Kenneth Anger à ce moment-là. Vous voyez. Bon, on arrivait à trouver, c'est formidable parce que maintenant, avec le recul, je me demande comment on faisait parce que j'étais de 7, on était aussi, il y avait d'autres amis qui ont été artistes aussi, comme Robert Combas ou Catherine Brendel. On était quand même plusieurs des passionnés de tout ça et on arrivait à trouver ce qui nous intéressait. Et c'est vrai que c'était l'époque, donc non seulement la bande dessinée en France devient adulte, avec Métal Hurlant, L'École des Savants, etc. Et en plus, on commence à voir non seulement le comics traditionnel américain avec Jack Kirby, Steve Ditko et ça, et Stan Lee, mais tout le comics underground, surtout autour de Zap Comics et tout ça. Les concerts, c'était important ? Les concerts à cette époque-là, c'est-à-dire, maintenant, rétroactivement, j'ai du mal à parler de ça parce que j'écoute quasiment plus de musique, parce que j'étais très déçu. Parce qu'à 15 ans, quand j'ai vu le premier concert des Flaming Groovies, par exemple, c'était pour moi exceptionnel. C'était pas que de la musique, c'était une manière d'être, de vivre, de croire. Et très vite, j'avais 17 ans au Festival Punk de Mont-de-Marsan. Ça a beaucoup compté parce que le mouvement punk, c'est ce que j'ai fait juste après. Et souvent dans la musique, c'est ça. Souvent la musique populaire est un petit peu avant ce qui va se passer dans les arts plastiques. Et c'était le seul message, c'était on n'a pas de technique, on ne sait pas jouer, on n'a pas de bon matériel. Parce que dans le rock, il était devenu, au début des années 70, très pesant, très académique, free jazz, le jazz rock, le rock symphonique, des trucs abominables. Et là, on revenait à une base, on ne sait rien faire, on n'a pas de matériel ni des moyens, mais on a des choses à dire. Et c'est vrai, moi, j'étais pas particulièrement doué en dessin, reconnaître. J'avais pas une grande culture dans les arts plastiques. Je ne pouvais pas payer de la peinture à l'huile ni des toiles sur châssis. Et donc, je peignais sur du papier, sur du carton, je dessinais. Et en plus, pendant très longtemps, même les galeries, pour moi, étaient quelque chose de très lointain. Je ne pensais pas pouvoir faire quelque chose dans ces espaces, en fait, dans ces territoires-là. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'imprimer me semblait une issue, quand j'avais 15-16 ans. Je crois qu'à un moment, vous avez envisagé de faire vous-même de la bande dessinée et que c'est Wolinski qui vous a dissuadé de le faire. Je me demandais comment vous l'aviez rencontré, comment ça s'était passé. En fait, je suis arrivé, après cette année préparatoire aux Beaux-Arts de Sète, qui sont devenus aujourd'hui parmi les 5 Beaux-Arts préparatoires hors de Paris. Et nous en sommes très, très heureux, mais je suis très fier. Je passe donc le concours des arts décoratifs, j'arrive à Paris en 78, et bien sûr, avec toutes les... Alors moi, je croyais que c'était des bandes dessinées, mais c'est vrai que j'étais conforté dans cette idée-là par Bazooka, elles sont sorties. Vous voyez, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des expériences qui étaient possibles à l'époque, desquelles j'étais témoin et qui me confortaient dans ce que je faisais. Mais finalement, c'était pas des histoires, c'était plutôt des diptyques, des quadriptyques. Donc je suis allé très sûr de moi faire le tour de Métal Hurlant. À cette époque-là, il y avait beaucoup de magazines très sérieux de bandes dessinées, comme Métal Hurlant, comme À Suivre, vous voyez. Et bien sûr, et Charlie Mensuel, parce que Charlie c'était un hebdomadaire, mais il y avait ce mensuel formidable que Georges Wolinski dirigeait à cette époque-là, et qui éditait non seulement les bandes dessinées européennes contemporaines comme Crépax, Bouzelli, mais aussi rééditait les grands classiques américains comme le Dick Tracy, Chester Gould, Little Nemo, ça. Et c'est mon ami Marc Caro, qui était dessinateur de bande dessinée à cette époque et qui est devenu après le réalisateur de films qu'on connaît, qui était dans ce milieu-là. Il m'a amené à rencontrer Wolinski à ce moment-là, qui était rédacteur en chef. J'étais un petit peu dépité parce que je m'étais déjà fait virer par tous les autres et je comprenais pas. Et Wolinski m'a dit, bon, je vais l'éditer, c'était 4 pages. Je me dis, mais tu sais, il me dit, c'est mal dessiné, il n'y a pas d'histoire. Tu devrais essayer de voir les galeries, de faire plus grand, etc.
J'y pensais déjà, hein. J'en parle comme une expérience primordiale, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vrai que ça m'a donné... j'ai été devant la réalité de ce que je faisais. Voilà. Et que finalement, l'édition, je m'étais fait un rêve, comme c'était un univers de liberté, qu'on pouvait tout faire. Je me suis aperçu qu'il y avait des obligations de format, de taille, enfin, c'était beaucoup plus rigide. Et que finalement, aussi, cette chance-là, que c'est des espaces de galeries et de musées qui m'ont offert mes premières occasions de faire voir mon travail dans de bonnes conditions. Il y a une œuvre, je crois, qui vous a beaucoup marqué, que vous avez découverte au Centre Pompidou, qui est La Tristesse du Roi de Matisse. Précisément à ce moment où vous vous éloignez de l'édition pour vous rapprocher de l'art, c'est la dimension de volume qu'il y a dans ce papier découpé qui vous a intéressé, je crois. Oui, parce que, comme je vous dis, je ne faisais pas la distinction entre l'image dessinée, imprimée, que ce soit l'illustration, les couvertures de disques, la bande dessinée, et puis l'œuvre d'art, puisque je les voyais en reproduction. Hein. Et bon, et déjà Matisse, depuis toujours, j'ai été attiré par lui, qui est le contraire de moi, parce que moi, je suis un peu bouillonnant, etc. Lui, c'est la grande bourgeoisie classique, le bonheur, etc. Donc moi, c'était pas mes sujets du tout à l'époque, mais ça m'attirait énormément. Et en étant devant cette pièce, de ce grand collage, là, j'ai compris la différence. J'ai compris la différence entre une image imprimée, qui était presque immatérielle, et une œuvre, un tableau, qui est un objet unique. Et parce qu'on voyait les traces de colle, les traces de crayon, alors que sur la reproduction, en tout petit, on voit juste ces grands aplats de couleurs qui deviennent très graphiques, presque comme des images publicitaires. Et c'est quand on est devant l'œuvre, ça a été très important à ce moment-là, parce que tout s'est passé en même temps, hein, l'histoire avec Wolinski, etc. Tout s'est passé en même temps, et c'est vrai que tout ça m'a formé, en fait, tout ça m'a formé. Parmi ces découvertes dans l'art que vous avez faites, je crois qu'il y a aussi le peintre anglais Hogarth, évidemment dans un registre extrêmement différent. Surtout ces gravures, oui. Par l'humour qu'il y a dans ces gravures, par qu'est-ce qui chez Hogarth vous a attiré? Bon, déjà, je me suis intéressé à l'œuvre de Hogarth à travers David Hockney, qui a été, peut-être, je crois que c'était le premier livre d'art qu'on m'ait offert quand j'avais 16 ans. Et vous savez, il y a toute la première partie de l'œuvre de David Hockney qui est très liée à Hogarth, Work Progress, enfin, toutes ces thématiques-là. Et c'est quand même surprenant, un artiste qui raconte l'histoire en une image ou en plusieurs images, alors que ce sont des gravures ou des peintures. Et c'est tout un univers qui décrit. Et ça m'a beaucoup marqué. D'autres aussi m'ont marqué, comme les gravures d'Odilon Redon, par exemple, toute cette partie symboliste. Plus le travail de dessin et de gravure que finalement le travail de peinture que j'ai découvert un peu plus tard. Effectivement, les influences à l'époque dans l'art, c'était quoi? C'est vrai que j'ai vite été fasciné par Dubuffet, mais j'étais très peu intéressé par la peinture avant le 20e, 19e siècle. C'est très difficile à comprendre pour moi, à part bien sûr Jérôme Bosch, Bruegel, enfin par les peintures encore plus anciennes du 13e, 14e et avant. Et j'ai fait tout un peu, j'ai découvert au fur et à mesure, grâce aux arts décoratifs et à cette bibliothèque. Alors c'est vrai que je m'intéressais beaucoup à l'histoire des artistes maudits, parce que c'était presque pour moi comme des acteurs conceptuels de leur œuvre. Finalement, ce qui m'intéressait, c'était qu'une œuvre, ce n'était pas l'objet en soi, la peinture en soi, comme certains de mes camarades, comme François Boiron, qui vraiment m'était intéressé par la peinture et la matière eux-mêmes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire et la vie de ces artistes qui étaient comme leur peinture. J'ai beaucoup regardé Soutine, par exemple. Enfin, bon, et très vite, je me suis aperçu, même moi, je voulais aussi jouer l'artiste maudit. On était un petit peu comme... on se jouait des cinémas. Mais c'était très, très, très important. Et je pense que ça m'a ouvert beaucoup de voies différentes que j'aurais peut-être pas... si j'avais pas eu cette curiosité, que j'aurais pas découvert. Justement, dans ces années de formation, à quel moment vous avez su que vous étiez artiste, que vous alliez devenir artiste? Est-ce que c'était une évidence? En d'autres termes, est-ce que vous croyez à l'idée de vocation? En tout cas, dans mon cas, ce n'est pas l'idée de vocation, c'est plutôt l'idée de nécessité. Il me semblait, dès que la 6e, c'est passé 10 ans, 12 ans,
je ne pensais pas être capable de faire autre chose. Donc j'avais un objectif très vite. C'est vrai que j'étais dans un quartier populaire, tout ça, et j'avais pas du tout envie d'aller jouer au football dans la rue, ni j'avais pas du tout les mêmes activités que les autres. J'étais un peu externe à ça. Et je vivais à travers ce que je dessinais. Je restais à ma chambre à dessiner et tout ça. Et c'est vrai que c'est la bande dessinée parce que c'était les seules images accessibles. Si c'était comme aujourd'hui où j'emmène mes enfants au musée très souvent, etc., peut-être que je n'aurais pas tenté sur cette... Je ne me serais pas servi de ces rails pour commencer. Mais il me semblait que je n'avais pas d'autre solution. Et c'est vrai que j'ai menti à mes parents jusqu'au bac, parce qu'il me fallait le bac pour être boursier, parce que bon, ma famille était très modeste et tout ça, en leur faisant croire que j'allais faire des études de médecine après. Et donc, tout de suite après le bac, j'ai fait cette école préparatoire pour aller aux arts décoratifs, mais j'ai eu cette grande chance de pouvoir vivre de mon travail. J'étais en 3e année aux arts décoratifs, j'avais 21 ans, j'ai eu cette énorme chance, mais si j'avais pas eu cette chance, je me demande comment j'aurais fait parce que j'avais que cet objectif. Que cet objectif. Et pour moi, déjà, vous voyez... je voulais pas faire de la bande dessinée, j'ai très vite compris. Et puis c'était pas ce que je voulais faire. Je suis pas assez patient, j'ai pas assez de talent, j'ai pas assez d'abnégation. Vous savez, c'est une discipline très très difficile la bande dessinée. Moi, j'admire les auteurs qui sont presque plus proches des écrivains que des artistes plastiques. Et je voulais faire tout déjà, mais des images surtout. Dans ces années de jeunesse, vous avez été à l'origine de ce mouvement que Ben, l'artiste, a appelé figuration libre. Vous avez cité les noms de François Boiron, de Robert Combas, il y a aussi Rémi Blanchard qui était de l'aventure. Au fond, les mouvements artistiques sont souvent des constructions rétrospectives. Je me demandais si cette figuration libre avait été vraiment une aventure collective au moment où vous l'avez vécue de manière consciente. Oui, ça l'a été. De manière consciente, mais de manière très décousue. Et parce que je pense que même l'expression de figuration libre, c'est une vision de l'esprit, quoi. C'est presque une fiction. Parce que Ben a inventé cette expression quand nous avons fait avec Robert Combas une exposition en 81 chez lui à Nice, qui était un échange entre les Beaux-Arts de Montpellier, où Combas était, et la ville de Nice. Et donc on s'est retrouvé à exposer chez lui. Il a fait ses fameux débats pour et contre, et donc il a inventé cette expression. Puis, en même temps, il y a eu l'exposition que Bernard Lamarche-Vadel avait organisée, où il y avait nous quatre, mais aussi Albert Ola, Blé, etc. Et il ne s'agissait pas... Donc, c'est vrai, moi, j'étais très proche de François Boiron, puisqu'on était... ça a été mon premier ami quand je suis arrivé à Paris, en 1978, aux Arts Déco. Ça a été vraiment mon premier ami, et on avait des objectifs semblables. Et Robert Combas, par contre, je le connaissais depuis que j'avais 14 ans. On avait déjà fait... Moi, j'ai tout le temps cru au collectif, bien que chaque fois, ça a raté, finalement, je trouve. Mais j'y crois encore. Déjà, il y avait le collectif Bateau en 77 avec Catherine Brendel. On faisait des espèces de revues assemblagistes qu'on allait vendre dans la rue, ou quand on est venu à Paris, on les vendait devant Beaubourg. D'ailleurs, on a fini au poste de police à cette époque-là. Alors, après Figuration Libre, c'est vrai que comme j'étais très proche de François Boiron que j'ai présenté à Combas, et Lamarche-Vadel nous a présenté Rémi Blanchard qui lui venait de Rennes et dont Bernard Lamarche-Vadel était le professeur. Donc ça s'est construit un petit peu comme ça. Mais ce qui était intéressant, qu'on a payé très cher après, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait d'appareil critique. Et il n'y avait pas d'appareil critique. Et ça, c'est très particulier parce que si on voit tous les mouvements, même juste avant nous, la figuration narrative ou support surface, c'est soit des artistes très dans la réflexion, comme Claude Viala ou Daniel Dezeuze pour support surface, ou des critiques comme Restani pour les nouveaux réalistes ou Gazio Talabo pour la figure, qui construisent un appareil critique autour de ça. Nous, c'était juste des actions, en fait. C'était juste être, faire. Parce que finalement, on s'est juste aperçu que c'était plus facile à plusieurs d'imposer quelque chose que d'être tout seul. Il faut dire que quand je suis arrivé à Paris, comme c'est arrivé après, on était quand même des provinciaux, tout ça. C'était quand même très difficile. On était très, très isolés, très isolés. Ce qu'on voyait dans les galeries à l'époque aussi, il faut se rappeler que c'était quand même très proche de l'art minimal, de l'art conceptuel qui venait des États-Unis, et support surface qui dominait aussi dans la pratique des beaux-arts. Donc, ça a été une espèce de regroupement un peu de meute de loups, plutôt qu'un collectif. Et cette meute de loups, assez vite, vous avez voulu prendre vos distances avec elle et reprendre votre liberté par rapport au groupe.
j'ai pas repris ma liberté, on l'avait toujours, je l'ai reperdu à nouveau parce que pendant 10 ans après, je travaillais avec mon frère, puis après, j'ai fait d'autres collègues, j'ai toujours cru, vous voyez, à travailler ensemble, puis c'est normal, les collectifs ont une fin. Non, c'est que je pense que chacun avait des parcours différents, et il faut s'imaginer aussi que quand on me parle de ça, pour moi, finalement, c'était des années formatrices. Hein. On parle de figuration libre, c'est 80, 85, j'avais entre 20 et 25 ans. C'est presque des œuvres de jeunesse pour moi. C'est pas des œuvres. Moi, je les considère pas comme des œuvres majeures, alors que les historiens de l'art ou les musées ou le marché considèrent plutôt cette période comme moi. C'est une période d'essai où j'ai tout essayé avec ce que j'avais. Et très vite, l'important pour moi, c'est d'avoir les moyens pour bouger et commencer à réfléchir autrement. Et c'est vrai qu'on se ressemblait. C'est vrai qu'avec Combas, on avait les mêmes origines sociales, la même ville, pas le même âge. Et à cette époque-là, il avait 3-4 ans de plus que moi, donc la différence était très grande. Avec François Boron, on avait les mêmes goûts, on avait le même âge, on était aux Arts Déco tous les deux et tout ça. Avec Rémi Blanchard, on avait beaucoup de choses aussi en commun, mais finalement, au fur et à mesure des années, on s'est aperçu qu'il y avait des prises de position extrêmement différentes et qu'il y avait des ressemblances formelles et générationnelles, mais je ne crois pas plus. Vous parliez là de la nécessité pour vous de pouvoir bouger, de pouvoir circuler. C'est effectivement quelque chose de très important chez vous. Si on en vient à la question de l'atelier, Hervé Di Rosa, qui est un point de passage toujours de ces masterclass de France Culture, chez vous, c'est quelque chose de très particulier parce qu'à partir de 93, un peu avant peut-être même, vous avez installé votre atelier autour du monde, en quelque sorte. Vous en avez fait éclater les murs et vous vous êtes successivement installé pour quelques mois, pour quelques années, dans des lieux très variés de la planète. En 93 en Bulgarie, en 95 au Vietnam, en 96 à Addis Abeba, en 97 en Corse, en 2000 à Mexico, au Cameroun, à Paris, Gare du Nord aussi, à Miami. Parce que c'est en revenant à Paris que je me suis aperçu que finalement c'était l'étranger aussi pour moi, même en étant arrivé en 1978, ça restait toujours un domaine étranger qui que je n'avais pas vu, quoi. Et aujourd'hui vous habitez à Lisbonne, est-ce que finalement cette nécessité comme ça de circuler à travers le monde, c'est une sorte de besoin de compensation de cette enfance à 7 où vous voyez les bateaux partir sans vous? Tout à fait, je ne vais pas faire pleurer les chaumières, mais c'est vrai, on disait que les employés SNCF étaient favorisés parce qu'ils avaient les voyages gratuits, etc. Mais c'est vrai, mais comme comme les salaires étaient très petits, finalement, on ne voyageait pas, puisque vous pouvez voyager où vous voulez, mais si vous ne pouvez pas payer l'hôtel quand vous arrivez, vous voyez. Donc, il y a eu cette frustration. Après, très vite, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, dès 82, je pars à New York, c'est la première fois que je prenais l'avion et tout ça. Et donc, j'ai vraiment accéléré ce côté-là. Et toutes les années 80, il faut se rappeler aussi que on allait faire des expositions. C'était l'Europe, les États-Unis, un peu le Japon. Il n'y avait pas de place en Asie, en Amérique latine, etc. Ça n'existait pas. Et j'ai fait aussi au Japon, en Corée, où j'ai passé de longs mois à travailler là-bas. Et à la fin des années 80, finalement, j'avais envie aussi du continent africain qui m'intéressait depuis longtemps. Continent de l'Afrique subsaharienne, parce qu'on était passionné avec mon ami Jean Cesser de panneaux d'enseignes publicitaires. Et j'avais envie d'aller voir comment c'était. Je voulais aller en Amérique latine, en Asie, etc. Et comme là, je n'avais pas la Libye d'une exposition, d'un projet, tout ça, il a bien fallu que je l'invente. Est-ce que ces œuvres, vous les aviez découvertes dans l'exposition Magiciens de la Terre au Centre Pompidou, ou est-ce que vous êtes parti à travers le monde? Je connaissais avant. Il y a quelques trucs que les Magiciens de la Terre m'ont fait découvrir, mais il y avait beaucoup de choses que je connaissais. Par contre, ça a été très important parce que ça m'a conforté. Parce que ça faisait des années que je pensais à ça, mais ça m'a un peu... Oui, c'est ça, ça m'a conforté. Jean-Hubert Martin, finalement, inconsciemment, m'a fait un signe en me disant « Oui, c'est possible, ça ». Et cette manière que vous avez eue d'ouvrir votre œuvre à ces pratiques vernaculaires dans tous ces endroits du monde, à laisser votre travail être infusé par d'autres pratiques que la vôtre, au fond, ça nourrit tout votre travail. Est-ce que les idées de vos œuvres vous viennent dans ces moments de transit? Est-ce que vous avez besoin d'être entre plusieurs endroits pour avoir une pensée en action? En fait, c'est plus simple que ça, c'est que je m'ennuie très vite. Et finalement, quand j'ai réussi à voir, il faut dire que au début des années 80, fin des années 70, il y avait une grosse revendication sociale aussi. J'étais quand même très revendicatif, contre la bourgeoisie, contre l'art bourgeois, contre tout ça. Il y a une espèce de revanche, je dois l'avouer.
mais qui n'a pas duré longtemps, puisque très vite, j'ai pu avoir un joli atelier, une maison, je me suis installé. Et là, à la fin des années 80, je me suis retrouvé à être comme les artistes que je détestais quand j'étais aux Arts Déco, que je regardais dans les catalogues, qui faisaient pareil toute leur vie. J'avais pas compris à cette époque-là qu'on pouvait faire pareil, que ça pouvait être intéressant comme Claude Viala. Et je ne voulais pas finir ni comme Bernard Buffet, que j'aimais beaucoup, mais je ne voulais pas être comme ça. Et donc, je me suis aperçu à la fin des années 80 que je faisais mes peintures, qui se vendaient correctement. Je recevais les chèques, j'allais au vernissage. Et ce n'était pas ce que j'avais. J'avais pas rêvé d'une vie comme ça. Et la chance, c'est que et donc je suis revenu dans le sud dans les années 86-87. Et là, je me suis confronté à beaucoup de matériaux, les collages, les matières, la peinture à l'huile, etc., etc. Et là aussi, je me suis retrouvé dans une espèce de nasse, puisque ce n'était que des techniques, dirions-nous, européennes, occidentales. Hein. Et déjà, je regardais. Ce qui m'intéressait aussi dans l'ailleurs, c'est que je déteste le tourisme, je déteste voyager, tout ça. Moi, je vais quelque part, je reste quelque part. Au Vietnam, par exemple, je connais Binh Du, le village où je suis resté presque 4 ans. Bien sûr, j'ai fait un tour du Vietnam, mais ce qui m'intéresse, c'est que comme ça que les choses naissent finalement. C'est une espèce d'habitude. C'est le contraire, c'est des déplacements incessants. Et finalement, comme des habitudes. Et donc, à la fin des années 80, j'ai eu envie de trouver des alibis. Alors, c'est vrai que, déjà, j'avais fait des essais en Tunisie avec une sérigraphe vernaculaire, dirions-nous, c'est-à-dire pas au point où la nécessité et l'accident amènent quelque chose à mon travail. Oui, en fait, c'est ça. C'est cette surprise. C'est vrai que après avoir lu les cahiers d'atelier du Buffet où il raconte comment il mélange les trucs, des matériaux de peinture qui normalement ne se mélangent pas, sont antinomiques, les effets, etc. Et que la surprise, souvent il faut trier aussi en part la surprise, etc. de l'œuvre. C'est un peu dans ce sens-là, mais moi c'est plutôt des techniques et des artisans qui finalement tordent et transforment mon travail. Parce que quand je finis une peinture, et si elle est exactement comme je l'ai imaginée, je suis un petit peu déçu finalement. J'ai toujours aimé cette surprise. Et donc après avoir fait le tour de tout ça, j'ai décidé. Alors au début, ça a été des occasions. La Bulgarie, c'était une invitation de l'Institut français, puisqu'à cette époque-là, en 89, le mur de Berlin était tombé, donc les instituts français s'installaient. Et j'ai rencontré un type formidable qui était restaurateur de la Galerie nationale de Sofia et qui m'a appris cette technique ancestrale de l'icône avec la tempéra à l'œuf, la feuille d'or, etc. Mais finalement, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est ce point de contact quand les techniques vernaculaires traditionnelles rencontrent notre monde occidental. Et c'est vrai que le second projet organisé grâce à Jean Cesser, à Koumassi, qui a trouvé vraiment l'endroit presque de naissance de cette enseigne africaine qui s'est diffusée dans toute l'Afrique de l'Ouest, qu'on connaît ici grâce aux enseignes de coiffeurs, mais c'est des enseignes finalement publicitaires. C'est une invention pour pallier à la nécessité de la publicité sans moyen photographique de reproduction. Vous voyez, et c'est à partir de là où... et l'art modeste, c'est ça aussi. Dans l'art modeste, il y a cette notion de nécessité qui, pour moi, est essentielle. Parce que la nécessité, c'est fabriquer quelque chose pour le vendre, pour vivre. Ça aussi, ça a été très important pour moi au début, quand j'avais 20 ans. Parce qu'à cette époque-là aussi, excusez-moi de reprendre là-dessus, mais il y a 2 trucs que je ne voulais pas faire. C'était prof aux Beaux-Arts et subventionné par le ministère. C'était vraiment des trucs... après, bon, j'ai changé la vie. J'ai été professeur 6 mois, remarquez. Et donc, c'était très important de vendre ce que je faisais. Pas faire des choses commandées pour les vendre, mais qu'on m'achète ce que j'étais. Voyez. Mais je ne pensais pas, et c'était très mal vu à cette époque-là, hein, ça faisait un peu art commercial, j'ai été surpris des réactions négatives, alors que moi ça me semblait normal de gagner ma vie avec la seule chose que je savais faire, la seule chose que je pouvais changer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit comme ça, que le marché, comme il s'est devenu une monstruosité. C'est vrai, j'ai beaucoup plus de peine aujourd'hui de parler de ça avec la réalité d'aujourd'hui, vous voyez. Mais ça a été toujours ce désir, tout le temps que j'étais bien, de changer finalement, d'essayer de trouver. Et ces rencontres de culture, j'ai essayé de les provoquer, mais je me suis servi aussi de celles qui étaient déjà, comme le phénomène des enseignes de l'Afrique de l'Ouest,
Et, ou au Mexique, aussi après on a plein d'autres cas de cette rencontre de la nécessité pour vendre à l'homme blanc, à l'homme occidental ou aux touristes tout simplement, et à travers, et parfois il y a des hasards, des miracles qui se passent. En fait, ça donne à votre travail une dimension relationnelle au sens de presque de l'esthétique relationnelle de Nicolas définie par Nicolas Bourriaud. Oui, d'ailleurs, quand j'ai lu son livre, j'ai râlé que j'y étais pas dedans, mais bon. C'est-à-dire en fait des œuvres qui suscitent des relations entre les êtres. En l'occurrence, ces rencontres avec ces artisans. Comment vous les choisissez, par exemple, en arrivant dans un pays, le spécialiste de la peinture d'icônes, le spécialiste de tissage avec des câbles en Afrique du Sud, toutes ces... C'est très pragmatique et aussi... ça tient beaucoup aux rencontres, au hasard. C'est pas très calculé. Bon, je me documente. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me documente, dont j'ai envie. Par exemple, tout l'artisanat mexicain, c'était depuis longtemps, j'avais envie. D'ailleurs, quand j'ai commencé ce projet au Mexique, j'ai fait tout sauf ce que j'avais prévu 10 ans auparavant quand je commençais à préparer le projet. Et puis aussi, il y a des rencontres, des invitations. Et puis, à un moment donné aussi, il y a eu ce problème de l'exotisme qui m'a un peu énervé parce qu'on me parlait de l'ailleurs. Moi, mon problème, c'était pas l'Afrique, le Vietnam, etc. Mon problème, c'était des gens qui fabriquent des images, des objets d'une certaine manière parce qu'ils sont dans un endroit où ils peuvent accéder à telle technique, à tel matériau. Quand à Durban, les artisans zoulous fabriquent des coupes de fruits, des baskets avec des câbles de téléphone de couleur, oui, c'est incroyable, parce qu'avant, ils faisaient ça avec des végétaux. Donc là, il y a une vraie rencontre. Il n'y a pas qu'une rencontre négative. Et donc, finalement, les étapes se choisissent de manière très particulière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'étape de la Corse, par exemple, ou celle de Miami, c'était pour essayer de démontrer que ce n'était pas exotique et que le problème de l'exotisme de l'ailleurs n'était pas le problème de ce travail-là. Et même moi aussi, moi qui voulais partir pour casser la régularité, l'habitude, etc., je me retrouvais aussi dans d'autres habitudes. J'allais quelque part, j'utilisais des artisans. Vous voyez, ça redevenait... Il a fallu que comme je vous dis, toujours j'essaie de transformer, arrêter, et finalement c'est parce que je m'ennuie vite. Si on en vient au cœur vraiment de cette masterclass, le moment de l'élaboration de l'œuvre, ça se passe comment dans cette pratique collaborative? Les idées, enfin la forme, est-ce que ce sont au fond les idées ou les formes ou les techniques qui vous viennent en premier ou tout cela à la fois? Est-ce qu'au moment de préparer une œuvre, vous vous documentez, vous lisez sur ces endroits où vous avez été? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous avez un carnet dans votre poche pour réfléchir au fur et à mesure à une idée qui germe dans votre tête? Comment ça se passe? Oui, ça, le coup des carnets, tout le monde. Je connais peu d'artistes qui n'aient pas de carnet pour noter aux choses à laquelle ils parlent. Mais déjà, dans mon travail différent de ces étapes autour du monde, on ne le dirait pas dans mes peintures avec mes personnages qui frôlent le cartoon, mais c'est extrêmement documenté. J'ai des tonnes de livres sur toutes les voitures, les avions, les lieux, les villes, les objets. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai moins besoin parce qu'on tape sur Internet, tac, et on a toutes les photos. La dernière fois, je cherchais une fleur, une sauterelle, alors qu'il me fallait des heures pour chercher dans mes bibliothèques dans lesquelles je ne le retrouve plus. Mais je me documente énormément. Après, dans le travail autour du monde, ce qui m'intéresse, c'est la pratique de l'autre et la technique qu'il va faire. Donc, moi, ce que je veux, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'il torde mon travail, que mon travail soit métissé, mélangé. Vous voyez, c'est très différent de ce qu'on appelle l'art de production des années 90, où un artiste va faire une maquette, il va travailler avec des artisans, avec des semi-industries, qui vont reproduire la maquette de manière... Bon, on peut citer Jeff Koons, parce que c'est un peu le top de ce genre-là, où le fabricant, finalement, va fabriquer... Le producteur. Exactement la maquette de l'artiste au millimètre près. Alors que quand je commence parce qu'il y a des techniques proches de la peinture auxquelles je peux accéder. La peinture à la laque au Vietnam, au fur et à mesure, avec le maître laqueur, etc.,
c'est moi qui l'ai réalisé avec lui. Avec Almighty God, à Kwame Akoto, à Kumasi, au fur et à mesure, on mélange, voilà, au Ghana, à Kumasi, je mélangeais sa main, ma main, mais en même temps, j'apprenais avec les matériaux qui m'étaient donnés à ce moment-là, qui sont très spécifiques. Par contre, d'autres pratiques comme le tressage ou la sculpture sur bois, comme au Cameroun, ce qui m'intéresse, c'est de leur donner, par exemple, aux artisans qui font les parties en bois sculptées, des sculptures sur lesquelles je travaille à Fumban, c'est un pays Bamoun, depuis le début des années 2000. Parce il y a des processus, autant il y a des étapes qui durent 6 mois, 1 an, et autant il y a des étapes qui sont des processus qui sont très longs. Ce qui m'intéresse là, dans ce cas-là, c'est de leur donner un dessin du corps, en fait, qui est le socle du visage. En fait, c'est des têtes en bronze et dont le corps est le socle. Et c'est des dessins très succincts. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont complètement transformés, parce que la statuaire africaine, c'est donc travailler dans un seul morceau. Il n'y a pas d'ajout de bois, comme dans les fétiches, comme dans la sculpture traditionnelle. Et donc, eux sont dans une... Ce qui m'intéresse avec les artisans, ceux-là en particulier, c'est qu'ils sont dans une réalité totale. S'ils ont un tronc d'arbre comme ça, mon dessin, il va être, mon corps va être tout maigre. S'ils ont un tronc d'arbre très grand, mon dessin va s'amplifier. S'ils ne savent pas faire une main comme ça, ils vont l'interpréter. Et c'est là. Alors, bon, c'est pas toujours réussi. Souvent, par rapport à une tête en bronze à la cire perdue que j'ai réalisée, il faut faire plusieurs essais de grands corps en bois. Vous voyez, c'est pas forcément... mais c'est par tâtonnement. Et surtout, c'est cette rencontre-là, je pense, qui est intéressante, qui me surprend. C'est pas déflorer, c'est pas abîmer mon travail, au contraire, c'est l'augmenter pour moi. Et en fait, votre méthode change à chacun de vos projets? À chaque fois. Vous voyez, moi, d'habitude, j'avais quand même l'habitude de peindre assez rapidement à l'acrylique. Pas super rapidement, mais ça me prenait l'habitude une semaine ou plusieurs semaines pour réaliser une peinture. Quand j'arrive dans les ateliers à Bindiou pour faire ce travail avec de lac, avec les nacres incrustées, en fait, dès le départ, il fallait faire exactement les emplacements des centaines de morceaux de nacre qu'il y avait sur chaque panneau, les dessiner exactement. Donc pour les dessiner exactement, il fallait aussi que je positionne la partie qui allait être peinte exactement, les personnages, le décor et tout ça. Et ça, ce n'était pas dans mes habitudes, puisque moi, je travaillais souvent par strates. Et entre le moment où donc, je faisais ce grand calque avec toutes les parties positionnées, sur lesquelles l'atelier allait pouvoir découper tous les morceaux de nacre d'après mes dessins, avec des scies tellement fines que j'en ai comme des cheveux. Et le moment où j'allais, après avoir implanté la nacre, il fallait faire 10 couches, il passait 10 couches de lac, recto, verso, ponçage à l'eau. Donc entre le moment où je réalisais la construction totale de la pièce et le moment où j'allais finir la peinture, c'était 6 mois. Et ça, c'était, pour moi, vous voyez, c'était une manière totalement différente. Aussi, par exemple, les artisans zoulous de Durban, donc, qui font ces tressages avec des câbles de téléphone, c'est pas juste faire des maquettes de ronds. Donc moi, j'ai juste aplati finalement, parce qu'ils vendaient ça comme des coupes de fruits. Moi, j'ai aplati, c'est comme une espèce de grand mandala, j'ai agrandi. Il ne suffit pas de faire une maquette, de leur donner, qu'ils le réalisent. C'est que, en fait, comme le tressage part du centre, il y a des lignes qui sont impossibles à faire. Donc, au fur et à mesure qu'ils avancent dans ma maquette, je devais modifier la maquette. Et c'est là où ça m'intéresse. Vous voyez ? Est-ce que parfois ces techniques se mêlent? Est-ce que parfois il y a un petit accent bulgare qui intervient dans des techniques d'Afrique? Est-ce que... Oui, tout à fait. Chaque étape n'est pas du tout hermétique. Hein. On retrouve... Il y a aussi de l'apprentissage. J'apprends. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, la technique à la tempéra en Bulgarie, c'est pas juste la tempéra et la feuille d'or, c'est la technique pyramidale. C'est-à-dire que c'est une peinture tellement opaque qu'on peut commencer par les couleurs très foncées et on fait par petites surfaces successives, comme vous voyez les cartes d'état-major, on voit les trucs pyramidales, on fait venir la lumière comme ça. Ça, bien sûr, quand j'étais au Ghana, où c'était pas du tout le même type de peinture, puisque c'était des peintures en bâtiment glycérophthalique, avec juste 4 couleurs, le blanc, le noir, le rouge, le bleu et le jaune, sur des panneaux de bois. Mais ça m'a quand même servi. D'ailleurs, on voit les ponts formels
chaque fois entre les différentes étapes. Ce que j'ai pas encore fait, qui est peu le projet final, mais j'ai un peu peur de le faire parce que ça fait comme une espèce de projet final. On a toujours un peu peur. C'est on commence à réaliser des pièces avec des parties réalisées dans différents endroits. Et aussi, comme je vous l'ai dit, cette histoire d'artisanat, ne voulant pas que ça devienne non plus une nouvelle règle, à partir de Miami, Paris, Tel Aviv, là, j'ai essayé de retranscrire le travail de l'homme. Parce qu'on en était toujours au travail, des artisans qui travaillaient avec moi, pour moi, avec moi. Là, j'ai voulu faire le constat du travail vernaculaire de l'homme, et donc c'était ces maisons normales aux États-Unis, à Miami, où il n'y a pas des règles strictes d'architecture, et autour du parallélépipède, on fait ce qu'on veut. Hein. Alors que construire des maisons à 7 ou à Strasbourg, on ne peut pas faire les fenêtres ou les toits les mêmes. Et cette espèce d'architecture vernaculaire, cette trace du travail et du génie de l'homme, du quotidien. Moi, c'est ce qui m'épate le plus. Dans ces différentes étapes autour du monde, votre atelier finalement est une sorte de non-atelier qui change, qui prend la forme d'une tente bédouine, peut-être d'un endroit très chaleureux. Ça peut être une chambre d'hôtel aussi. Voilà. Le projet à Porto Novo que j'ai fait avec Romuald Azoumé, en fait, toutes les maquettes, je les ai réalisées sur le mur de la chambre d'hôtel avant que les frères Yemadje fassent toutes ces coutures d'appliquer. Vous voyez, comme le tressage, comme la couture, ça, j'ai pas la prétention d'apprendre toutes les techniques du monde dans ce genre-là. Je préfère, bien sûr, j'apprends à comprendre comment c'est réalisé, parce que pour faire ce que je veux à peu près, donner la direction, il faut savoir les limites. Mais ça, je préfère le laisser à des artisans, moi, qui m'épatent, quoi, hein, qui me réjouissent, qui m'enrichissent. Alors néanmoins, il y a des grandes constantes chez vous, dans votre peinture évidemment, enfin dans votre œuvre évidemment, mais aussi dans votre entourage. On a l'impression que, au fond, vous vous déplacez avec une bande autour de vous, de gens proches. Est-ce que les avis des amis artistes, des amis critiques, des galeristes sont importants dans l'élaboration de l'œuvre pour vous? Ah, mais bien sûr, il y en a quelques-uns plus que d'autres. Qui sont importants, bien que des fois je ne les écoute pas non plus. Mais vous savez, il y a... mais ça, j'en ai parlé avec d'autres artistes. Quand on vient d'un milieu décalé, socialement, culturellement, géographiquement, et qu'on commence à rencontrer des directeurs de musées, des grandes galeries, des grandes collections, ça, il y a une espèce d'illégitimité un petit peu. On ne se sent pas vraiment légitime. Il faut un moment avant de vraiment croire en soi. Bon, bien qu'on me dirait qu'il y en a qui croient en eux du début à la fin et ils ne sont pas capables de voir autre chose. Mais moi, ça m'était toujours étranger. Il a fallu depuis toujours que je lutte contre ça. Et c'est vrai que de mes proches, d'ailleurs, vous me connaissez un petit peu, je déteste les grands ateliers, la gigantesque avec 50 000 assistants. J'ai été le premier à faire une société d'art, la Diro SARL, que j'ai créée avec mon frère Hervé Perdriol en 86, donc ça fait très longtemps. Quand j'ai ouvert cette boutique, cette galerie, j'avais 3 ou 4 employés. Je peux vous dire, ça m'a servi. C'est pas ce que je voulais faire. Et donc finalement, ceux qui sont avec moi, sans qui je ne pourrais pas faire ce travail-là, mon photographe Pierre Schwartz, ça fait, je crois, depuis 87 qu'il fait mes reproductions. Jean Cesser, qui non seulement fait les livres, écrit, produit les projets en Afrique, m'accompagne, fait, lui, heureusement, depuis 81. Et puis d'autres, il y a Victoire, qui depuis quelques années s'occupe de tout ce qui est le site internet. Voilà, j'ai beaucoup de mal à... C'est presque comme avec une... Vous voyez, moi j'ai du mal même avec une femme de ménage. Comme ma mère était femme de ménage, j'ai jamais pu me demander à une femme de ménage de faire quoi que ce soit. Et pourtant, des fois, j'en ai besoin, j'ai pas le temps de tout faire, vous voyez. Et j'ai besoin aussi de... Et j'aurais beaucoup de mal d'engager des assistants et de leur dire, fais ci, j'ai beaucoup de mal. Je le fais des fois, parce que des fois, il y a des gros projets ou des grandes pièces, etc. Je suis obligé de me faire aider. Mais je préfère avoir cette bande-là, qui non seulement me rassure et en même temps me connaissent tellement bien qu'ils ne me font pas de cadeaux, mais qui sont mes associés, qui ne sont pas mes employés. Je pense que moi, je ne me sens pas d'avoir... je ne suis pas un directeur des ressources humaines, quoi. Ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit dans la musique, le cinéma ou les arts plastiques,
je rencontre beaucoup plus de directeurs des ressources humaines que d'artistes. Tous ces proches qui regardent votre œuvre avec vous depuis si longtemps, est-ce qu'ils donnent leur avis avant le moment où l'œuvre est achevée? Est-ce que... Ah oui, j'ai un Césaire qui est là, par exemple, il me donne l'avis, même avant que j'y réfléchisse. Hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec lui, mais c'est vrai, j'en ai besoin. Par exemple aussi, vous voyez, le projet de Tel Aviv, par exemple, je n'aurais jamais imaginé aller en Israël, où il y a toutes les techniques qui existent et aucune. Puisqu'il y a un artisanat, parce qu'il y a des gens d'Argentine ou de Lituanie, enfin je veux dire, une espèce de micro-monde, mais en même temps, il n'y a pas. Hein. Et c'est Françoise, la Dansbombe, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui a été mon éditrice, productrice, qui m'a invité, qui m'a ouvert cette porte-là. Et c'est vrai que je n'aurais jamais fait. Et je lui avais dit, écoute, on y va, si ça me plaît, il n'y a rien qui se passe, parce que c'est difficile d'aller dans un pays, pour moi, d'aller dans un endroit auquel je n'ai pas pensé, que je ne connais pas, dont je ne connais pas les finalités, les artisans, les pratiques, etc. Et finalement, cette invitation-là a donné un projet tout à fait différent et très enrichissant, parce que moi, j'ai appris des choses. Il y a beaucoup, vous savez, c'est comme, on en a parlé tout à l'heure, entre l'œuvre d'art et la reproduction. Il y a genre Google qui a essayé de nous faire croire qu'ils allaient faire le plus grand musée du monde, etc. Mais c'est rien, des millions de reproductions. Ça ne sert à rien. Une œuvre, on a besoin d'avoir le contact. Hein, on en a parlé. Pour la comprendre, on a besoin de voir les traits, que c'est mal fait, bien fait, etc. Et un endroit, pareil. On peut regarder tous les documentaires, tous les avis, les plus grands reporters et journalistes. C'est cette expérience d'y aller, pas d'y passer, hein, d'y aller, d'y vivre, d'être avec des gens, de rencontrer. Même si c'est très peu de gens, c'est pas la peine de... Moi, à Bindiou, c'était le maître et son atelier, il avait une quinzaine de personnes. Vous voyez, je ne suis pas sorti de là, mais c'est cette connaissance-là, moi, qui m'attire. C'est ce qui m'intéresse. Il y a aussi des écrivains avec lesquels vous avez travaillé? Oui, mais ça, c'est des rencontres d'amitié. Il y en a plein d'autres, avec Patrick Rainville, avec Marie Nimier, avec Pascal Bruckner, mais c'est des... là, je suis plus tourné vers l'écriture parce que aussi j'ai une, comme je dis, c'était légitimité et aussi cette honte de pas, pour écrire, moi, ça me prend un temps fou. Et donc et d'ailleurs, on m'a accusé l'autre, j'avais fait une conférence aux Beaux-Arts de Biarritz avec Georges-Didier Huberman et Pascal Convert sur soulèvement modeste. Il avait fait et puis après. Pendant ma partie de conférence, je m'étais fait agresser par des élèves qui me disaient « Oui, mais pourquoi avez-vous besoin d'universitaires? Pourquoi avez-vous besoin d'intellectuels ?» Ben, je dis « Il faut savoir, c'est comme quand j'ai besoin d'un artisan qui fabrique la terre cuite ou qui fait cuire les céramiques. On a toujours besoin. Il ne faut pas avoir cette prétention de tout savoir, de tout. » Et c'est vrai que l'écriture, j'ai toujours été fasciné parce que pour moi, de toute façon, l'artiste ultime, c'est la poésie. Et ça, j'y suis rarement arrivé. Mais j'en écoute tous les jours sur France Culture. Alors, Hervé Di Rosa, il y a encore tout un pan de votre pratique que nous n'avons pas encore abordé très en détail, c'est la collection. Ces objets que vous rassemblez depuis des années, des ex-voto, des panneaux forains, des livres pop-up, des boules de neige, des enseignes, ça on en a parlé, des jouets musicaux, des cartes postales. Ces objets, comment les collectionnez-vous et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez éprouvé le besoin de créer le MIAM en 2000, ce musée qui accueille à la fois votre collection et des expositions? Et des collections de Bernard Belluc aussi. Absolument, que vous avez créé avec Bernard Belluc. C'est vrai que au début, tous ces objets, déjà aujourd'hui, je suis obligé de me spécialiser dans des choses que je préfère parce qu'on ne peut pas. Et une des raisons pour lesquelles j'ai créé le MIAM, c'était aussi pour me débarrasser de tout ça quelque part, pour faire cette donation-là. Au début, ces objets m'ont beaucoup marqué formellement. C'est une partie de ce qui a fait ce qu'est ma peinture, ce qu'est mon dessin, mes peintures, mes créations. Bien sûr, tu es influencé par Dubuffet, par Matisse, par Peter Blake, David Hockney, on pourrait citer Velázquez, Jérôme Bosch, mais aussi par les objets Kinder, par les cadeaux de fast-food, par toutes les figurines qui vendent les héros de séries télévision, de dessins animés, de héros japonais, etc. Tout ça a nourri
Et en plus, peut-être beaucoup plus même que l'art savant, parce que finalement, entre les 10-15 premières années de ma vie, de nos vies, c'est quoi qui nous nourrit si on n'a pas des parents qui nous amènent au musée, etc. Hein, c'était la télévision, la bande dessinée, les illustrations sur les paquets de lessive, les pochettes de disques, etc. C'est ça qui rentre en moi avant de pouvoir voir, de pouvoir regarder et m'intéresser à la bande dessinée sérieuse, à la vraie illustration, puis après à la peinture, aux installations, etc. Donc tout ça, c'est très important pour moi. Et donc j'ai eu cette... Mais ça restait ces collections uniquement dans le domaine de sources, finalement, pour mon travail. Et comme je vous le dis souvent, j'amasse des centaines d'images d'objets pour un projet et finalement qui ne me servent pas. Mais au fur et à mesure, ces collections se sont constituées. Et j'ai rencontré, c'est vrai, Bernard Belluc au début des années 90, grâce à une amie, une artiste amie du Sud qui s'appelle Hélène Arnal. Et lui, c'était l'autre face. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vision et dans la vision de l'Armose et ses collections. Moi, quand je présente ces objets, je les présente sans les scénographier, parce que pour moi, c'est l'intérêt formel, c'est l'invention surprenante, par hasard, hein, parce que ces objets, que ce soit un artisan qui crée une voiture avec des boîtes de conserve pour la vendre aux touristes qui passent, ou que ce soit un modeliste qui prépare le premier modèle dont vont être issus, dont on va faire les moules pour éditer des milliers de personnages qui vont servir de merchandising aux films, séries, blockbusters, etc. Il n'y a aucune ambition de faire partie de l'histoire de l'art. Il n'y a aucune ambition ni que ce soit nouveau, ni que ce soit beau. C'est juste la nécessité de faire leur travail. Et c'est là où on rejoint Dubuffet. C'est pour ça que ça a été le déclic. Lui aussi, il cherchait ça. Il cherchait comment la beauté, enfin plutôt l'intensité, je parle plutôt d'intensité, et l'invention se trouvait là où on ne l'attendait pas, quoi. Elle n'est pas forcément dans les musées. Bon, mais Dubuffet, c'était un type bourgeois de droite de l'ancien temps. Il connaissait ni la science-fiction, ni rien, c'est vrai, il faut le dire. Hein, c'était pas un type de gauche, Dubuffet. Hein, et même avant-guerre, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais ça a été très important pour moi. Et finalement, j'ai élargi à tout ce qui était d'aujourd'hui, la musique, le rock'n'roll, la bande dessinée, etc., etc. Et ça... vous verrez mes installations, les objets sont toujours présentés pour leur qualité formelle. Voilà. Je ne m'en sers pas. Parce que aussi, ce musée aussi, c'est une manière aussi de valoriser tous ces créateurs inconnus, tous ces travailleurs souterrains, que ce soit les modélistes, les artisans, etc. Je voulais voir. Parce que j'ai parfois été choqué dans l'art des 30 dernières années. En même temps, j'adore les frères Chapman, tout ça. Et en même temps, il y a beaucoup d'artistes qui puisent sans citer les sources. Et c'était un peu le mien pour citer les sources. Ce projet du MIAM, c'est un projet très singulier. Nous arrivons à la fin de cette masterclass de France Culture. Déjà, on n'a pas pu dire tout. Hein. On l'avait dit qu'on n'arriverait pas. Je vous l'avais dit. C'était pas l'idée. Mais en tout cas, cette position que vous avez d'artiste et de directeur du MIAM, c'est quelque chose de très particulier. Au fond, pour vous, être artiste, c'est jouer un rôle dans la société. Pour moi, le MIAM, c'est comme une... Il y a beaucoup de gens qui viennent au MIAM où il n'y a pas de peinture de moi parce qu'ils ne comprennent pas que l'œuvre, c'est le bâtiment et que chaque exposition, depuis bientôt 20 ans, c'est une expérience de laboratoire où j'étudie comment où on étudie avec d'autres, où j'ai la possibilité d'inviter des commissaires, d'inviter des critiques, d'inviter des intellectuels, d'inviter plein d'autres artistes. On a exposé plus de 500 artistes, de toutes catégories, de tout genre, émergents comme grandes stars, étrangers comme du coin. C'est très important. Et c'est cette œuvre qui se... Chaque exposition est à une expérience qui m'aide à réfléchir, à être plus précis dans l'idée de l'art modeste et dans aussi ces connexions entre art savant, art vernaculaire, low and night et tout ça. Parce que le monde a beaucoup changé et le mien m'a beaucoup changé aussi. Parce que les transversalités, parce que je pense qu'on a été parmi les premiers à exposer dans des expositions thématiques des œuvres d'art contemporain en même temps que d'art brut, que d'art naïf, que d'art populaire, que d'art modeste, etc. Les transversalités aujourd'hui sont beaucoup plus visibles. Hein. Donc le MIAM, comme l'art modeste aussi, est mouvant et change.
Je suis trop long, je le sais. C'est parfait. Merci beaucoup, Excusez-moi, Hervé je n'ai pas pu Di Rosa. tout dire, mais la prochaine fois, il faut une seconde émission. Merci, Anaëlle. Merci, Hervé Di Rosa.